Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour! Je suis super contente, comme d'habitude, de te retrouver pour cet épisode de podcast qui va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le capitalisme intériorisé. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 30 du podcast, qui est la première partie de cet épisode, en fait, sur le capitalisme intériorisé. Et dans cet épisode, je t'ai parlé de capitalisme, de productivité, des signes qui montrent que tu as intériorisé les valeurs du capitalisme, et également le côté systémique de tout ça. Et donc, le fait qu'il est quasi impossible de sortir de ce système de pensée, et que non, tu n'es pas vraiment responsable de ce genre de pensée. Dans cet épisode, on va parler du phénomène justement d'intériorisation, donc de motivation intrinsèque et extrinsèque. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment ce type de motivation peut expliquer l'espèce de cercle vicieux dans lequel on se met et le mal-être qu'on ressent. On va parler de l'expression « être la meilleure version de soi-même » et se poser les vraies questions sur cette expression. Et on va parler aussi de dopamine détox. C'est un sujet qui est assez en vogue depuis quelques années dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, on va le relier au capitalisme intériorisé. Dans le premier épisode, on a vu une définition du capitalisme intériorisé. Et je vais te la rappeler ici avant de continuer. C'est une définition qui est proposée par Anders Hayden, qui est professeur de sciences politiques canadien. Et la définition, c'est le capitalisme intériorisé et cette idée que notre valeur est directement liée à notre productivité. L'idée, c'est que on n'est pas apprécié pour qui nous sommes, mais plutôt pour ce qu'on fait, et même plutôt pour ce qu'on produit et les résultats de nos actions. Et comme on parle de capitalisme intériorisé, ça me semble hyper important de parler du processus d'intériorisation. Avant ça, reprenons les bases, avec une petite définition de la motivation. C'est quoi la motivation ? La motivation, c'est l'énergie qui va conduire les personnes à entrer en action, et ça va les conduire vers certaines directions. C'est une énergie qui peut être autodéterminée, donc déterminée par toi, ou alors déterminée par les environnements sociaux et endossée par les individus. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Pourquoi je te parle de ça ? Pourquoi je te parle de motivation ? Parce que il peut être extrêmement intéressant de s'intéresser aux différents types de motivation, intrinsèques et extrinsèques, pour venir apporter un peu de substance à cette analyse sur le capitalisme intériorisé. Alors tu vas me demander, c'est quoi la motivation intrinsèque ? C'est quoi la motivation extrinsèque ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La motivation intrinsèque, ça veut dire que l'élan pour passer à l'action, en fait, il vient de toi. Je fais une action parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, et je ressens pas particulièrement d'obligation à faire cette action. Et quand je l'aurai faite, je ressentirai du plaisir sans que ce soit obligatoirement relié au fait que quelqu'un me dise que c'est bien, que j'ai bien fait, etc. Non, rien que le fait de faire cette action, en fait, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. Ça, c'est la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand l'élan pour faire ton action, il vient de l'extérieur. Je fais une action parce que je me sens obligée pour X ou Y raison. Et en gros, il me faut un petit coup de pied de l'extérieur pour m'y mettre. Maintenant que j'ai dit ça, vous avez droit au petit disclaimer. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans la motivation. Souvent, on entend dire que la motivation intrinsèque, c'est bien, la motivation extrinsèque, c'est mal. Alors, on va nuancer un petit peu tout ça, même si on verra qu'effectivement, c'est important dans sa vie d'avoir pas mal de motivation intrinsèque pour passer à l'action. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Disons que ça permet d'avoir
une vie peut-être plus heureuse, plus durable, enfin on en reparle après. Donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal dans la motivation. C'est pas parce qu'une motivation est intrinsèque qu'elle est forcément bénéfique. Et je vais te donner un exemple extrême. Si je suis extrêmement motivée pour tuer quelqu'un, et que ça fait partie de mon système de valeurs, et que ça nourrit mon bien-être de tuer des gens, bah c'est pas vraiment positif pour la société. Je pense pas qu'on pourra dire que cette motivation est bonne, qu'elle est bénéfique. Un autre exemple moins extrême, je peux par exemple ne pas avoir du tout envie de me laver les dents. Mais je vais le faire parce que je sais que ce sera plus agréable pour mes collègues de travail si je vais au bureau tous les jours par exemple. Si je me lave les dents pour cette raison, la motivation elle est extrinsèque. Parce que je le fais pas parce que ça me fait plaisir, je le fais parce que je me sens obligée par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Mais l'action, elle est quand même bénéfique pour la personne et pour son entourage. Parce que elle va être bénéfique pour sa santé bucco-dentaire et pour l'entourage qui va peut-être vivre plus sereinement le fait d'être à côté de cette personne et de discuter avec elle. Autre exemple, si je me lance dans un projet et que je fais exprès de l'annoncer à d'autres personnes ou sur mes réseaux sociaux en public parce que je sais que du coup je vais avoir la pression et que ces personnes elles vont me demander des nouvelles du projet et du coup je me sentirai obligée d'avoir avancé pour pas me sentir nulle par rapport à ces personnes-là, et là aussi il s'agit d'une motivation extrinsèque et elle peut être bénéfique pour l'avancement de ton projet. Tu vois, ça peut être un petit hack, une petite astuce pour trouver un petit peu plus de motivation, sachant que ce projet, à la base, il t'intéresse. Tu vois, t'es motivé pour le faire. Après, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des tâches pour lesquelles t'es pas ultra motivé. Et le fait d'avoir annoncé en public et d'avoir cette motivation extrinsèque, cette pression sociale, ça va peut-être te permettre d'arriver au bout de ton projet. Donc, comme tu peux le voir, on met de la nuance. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Après, je te parle de motivation intrinsèque et de motivation intrinsèque, mais c'est pareil, je pense que tu commences à me connaître, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout n'est pas motivation intrinsèque ou extrinsèque. Il y a vraiment un espèce de continuum, un spectre entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, et on va voir ça tout de suite. Et en fait, il existe différents types de motivations à l'intérieur des motivations intrinsèques et extrinsèques. Et pour ça, ce dont je vais te parler, ça se base sur la théorie de l'intégration organismique de Deci et Ryan. Je te mets les références en description de l'épisode comme d'habitude. Donc, si on part de la motivation intrinsèque, donc comme je te l'ai dit, c'est une motivation dans laquelle le comportement il est fait par intérêt, par plaisir, et surtout il découle de ce comportement-là une satisfaction qui n'a pas besoin d'appui externe. T'as pas besoin que quelqu'un te dise que c'est bien ou d'avoir un résultat pour être content d'avoir fait ton action. Ensuite, ça, du coup c'est facile à comprendre, il existe différents niveaux de motivation extrinsèque et c'est là que ça commence à se corser légèrement. Et je vais te donner différents exemples de motivation extrinsèque en allant de celui qui se rapproche le plus de la motivation intrinsèque à celui qui est complètement extrinsèque. Premier exemple, si mon comportement il découle de valeurs et de principes qui sont dictés par mon environnement, mais qu'ils sont en parfaite harmonie avec mes valeurs et mes principes, en fait, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune résistance. C'est-à-dire que mon environnement me dit que je dois faire certaines choses, moi je suis plutôt ok avec ça, ça correspond à mes valeurs, je fais les choses parce que à la fois ce sont les règles et à la fois ça me pose aucun problème de les faire. Après, si je pars un tout petit peu plus vers l'extrinsèque, mon comportement il peut aussi être fait sachant que telle action va me permettre d'obtenir des bénéfices pour plus tard. Si je te donne un exemple concret, en tant qu'entrepreneuse, je peux, par exemple, ne pas être une adepte des groupes de discussion en ligne, mais rejoindre quand même une communauté d'entrepreneuses en ligne, parce que je sais que ça m'apportera des réponses aux questions que je me pose, et ça me rapportera aussi des potentiels contrats. Tu vois, de moi-même, je serais pas allée dans ce genre de communauté, mais j'y vais quand même parce que je sais que je vais avoir des bénéfices, et c'est pas quelque chose qui va me demander un gros coup de pied aux fesses pour le faire. Je suis pas dans ma zone totalement de confort,
Ça va pas me procurer un plaisir incroyable d'aller dans cette communauté, mais je le fais parce que j'ai des bénéfices. Troisième exemple, là on avance d'un cran dans la motivation extrinsèque. Mon comportement, il peut aussi être dicté par une honte que je pourrais ressentir à pas faire quelque chose. Par exemple, je suis entrepreneuse et je me force à poster sur Instagram alors que je déteste ça, parce que j'ai honte de dire aux autres que j'aime pas ce réseau social ou que je ne me sens pas compétente. Voilà, j'ai honte de ça, c'est quelque chose qui me hante un petit peu intérieurement, et du coup, mon comportement, il va être dicté par cette honte. J'ai pas envie de perdre la face aux autres, donc je vais me forcer à faire ce genre de comportement, à avoir ce genre de comportement et à faire ce genre de tâches. Donc, tu vois, déjà, là, ça commence à être quand même... Ça peut être un petit peu problématique, tu vois, tu peux faire les choses, t'en as vraiment pas envie, ce qui va motiver ton comportement, c'est des choses plutôt négatives, des sentiments plutôt négatifs, tu vois, la honte, la culpabilité, mais tu vas le faire quand même. Et puis alors, le dernier stade, vraiment totalement extrinsèque, on peut tout simplement faire des choses juste parce que l'entourage, l'environnement me pressurise pour que je le fasse. Tu vois, il peut m'obliger à faire ça, en me donnant des récompenses ou des punitions. Et quand je dis ça, je pense notamment à tout notre système scolaire avec notre système de notation, n'est-ce pas, et de classement entre élèves. Et le but dans le système scolaire pour un enfant, enfin en tout cas, moi je l'ai pas mal vécu comme ça, et je pense que la majorité des enfants le vivent comme ça. Ils vont à l'école pour avoir des bonnes notes. C'est pas pour le plaisir d'apprendre, c'est pas pour le plaisir d'apprendre avec ses camarades, d'être là, d'avancer. Non, le but premier, c'est d'avoir des bonnes notes. Et après, ça c'est la carotte, et le bâton, c'est de ne pas avoir de mauvaises notes. Après, on peut aussi donner l'exemple du coup de certaines entreprises qui octroient des bonus à leurs salariés les plus performants, et qui vont un peu... alors, je sais pas s'il y a vraiment des sanctions, ou ça peut aller jusqu'à virer quelqu'un, mais s'il est pas assez performant. Donc voilà, la carotte, le bâton, et en fait, après, les gens, ils font plus leur travail parce que ils aiment ça et que c'est leur vocation et que ça leur fait plaisir, mais plus pour avoir le bonus à la fin du mois, ou ne pas avoir de malus. Voilà. Et je pense que t'as pas mal d'exemples en tête là-dessus. Vraiment, c'est... En gros, t'as pas du tout envie de faire l'action, mais tu le fais parce que on t'oblige à le faire. C'est tout. Puis après, le niveau au-dessus encore, c'est tout ce qui est amotivation. Donc ça, amotivation, en un mot, ça nous empêche d'agir, soit par dépit, soit par résignation, soit parce que c'est complètement en disharmonie avec mes valeurs et principes. Et dans ce cas-là, pas de motivation égale pas d'action, on ne fait rien. On est en freeze totale où on refuse d'agir, mais en tout cas, on ne fait rien. Donc voilà, là, on a parcouru un petit peu tout le spectre de la motivation intrinsèque à la motivation extrinsèque jusqu'à la motivation. Et plus on descend dans la liste, plus on se rend compte que certains comportements sont pas faits parce que l'individu a envie de les faire, mais surtout parce que l'individu doit les faire. Soit par conformisme, par pression sociale, pour être valorisé, ou encore pour éviter les punitions. C'est dans cette échelle qu'on peut essayer de ranger le capitalisme intériorisé. Certains individus sont peut-être en parfaite harmonie avec les valeurs capitalistes et libérales, j'en suis à peu près certaine, et d'autres vont agir selon ces valeurs et principes, mais avec plus ou moins de friction interne. C'est mon cas en ce moment qui me rend compte de ce que c'est que le capitalisme intériorisé, ce que c'est que la productivité à tout prix, et je sens que c'est de plus en plus compliqué pour moi d'adhérer à ce genre de valeurs et de faire des actions de ce type avec ce genre de valeurs. La théorie de l'autodétermination, dans laquelle s'inscrit la description de ces différents types de motivation dont je viens de parler, cette théorie, elle nous explique la chose suivante. Quand tu penses que ta valeur dépend de l'affichage de tes biens, de ton image, de tes réalisations ou tout autre attribut qui n'est pas intrinsèque,
ça contribue à te mettre dans des situations qui vont jouer avec ta vulnérabilité et ton estime de toi. Et tu peux vite tomber dans un cercle vicieux du type tu te fixes des objectifs qui collent pas à tes buts, qui collent pas à tes désirs, ni à tes besoins ou à ta situation. Même si ces objectifs peuvent combler certains de tes besoins, ils sont quand même conditionnés à un résultat et à une reconnaissance externe ou une rentrée d'argent, par exemple. Cette reconnaissance, elle va te rendre fier sur le moment, mais ça va durer un court laps de temps. Et une fois que tu auras passé ta fierté, tu vas commencer à ressentir de l'anxiété, parce que le résultat, il dure pas, et que tu veux le reproduire encore et encore. Et donc, tu vas refaire le comportement demandé, du coup, tu vas toujours avoir l'objectif qui correspond pas à tes buts, à tes désirs, à tes besoins, mais tu vas refaire ce comportement pour à nouveau avoir un résultat, et à nouveau, tu vas te sentir fier un court laps de temps. À nouveau, passer la fierté, tu vas ressentir de l'anxiété. Et tu vas réessayer de refaire ce cycle infernal encore et encore et encore. Et ce besoin de déterminer ta valeur par rapport à ce que tu produis, est-ce que ça serait pas exactement la définition du capitalisme intériorisé ? Exactement, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui explique pourquoi tant de monde se retrouve enfermé dans ce cycle de motivation externe un petit peu malsain, enfin un petit peu beaucoup même malsain, et surtout pourquoi est-ce qu'on finit par avoir une estime de nous-mêmes qui aura des pâquerettes et qui peut expliquer une partie des surmenages et burn-out qui envahissent la société actuellement. Alors, ce que je peux t'encourager à faire dès maintenant, c'est essayer d'identifier les tâches qui te font plaisir dans ton quotidien. Alors je parle tâches professionnelles et personnelles. Les tâches que tu fais par obligation et éventuellement les tâches que tu fais pas mais qui te feraient plaisir. Et de voir comment tu peux intégrer plus de motivation intrinsèque dans ta vie. Enfin, voir déjà quel est le ratio motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, en gardant un petit peu la nuance dans la motivation extrinsèque. Mais voir un petit peu quelle est la place de ces motivations dans ta vie et comment est-ce que tu peux mettre un petit peu plus de motivation intrinsèque pour avoir plus de plaisir autodéterminé, de faire des choses qui te font plaisir parce que tu fais ces choses-là. Et donc peut-être un peu plus de sérénité et de bonheur au quotidien. Je vais en profiter pour te parler d'un autre podcast. C'est une interview du neuroscientifique et psychologue Albert Moukébert. Je te mets la référence de l'interview dans la description de l'épisode, qui justement parle de motivation et surtout de l'expression être la meilleure version de moi-même. Clairement, c'est une expression qui laisse jamais indifférent. Soit on l'adore, soit on la déteste. Et voilà ce qu'il dit dans cette interview. Je pense que la motivation des gens doit dépendre d'eux et pas d'une sorte de pression d'être le meilleur. Et en fait, avec cette phrase, il illustre exactement ce que je viens de t'expliquer sur motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Donc c'est vrai que ta motivation à devenir justement toujours meilleur, il t'invite à te questionner sur pourquoi cette motivation et à te concentrer sur les raisons qui viennent de toi et pas qui viennent de l'extérieur. Parce que quand on a l'injonction que tout le monde devrait être la meilleure version de soi-même, c'est important de te poser pas mal de questions sur cette injonction. Déjà, qui es-tu ? Et qu'est-ce que signifie être la meilleure version de toi-même ? Alors déjà, la question « qui es-tu ?» c'est une question piège parce qu'elle est hyper simple, mais en fait, c'est une question qui est philosophique. Je pense pas qu'il y ait de réponse à ça. Néanmoins, c'est important de se demander, voilà, qui je suis et qu'est-ce que ça veut dire devenir la meilleure version de moi-même. Et ensuite, pourquoi j'ai envie de devenir une meilleure version ? Et puis surtout prendre conscience que le temps, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quand tu passes du temps sur une activité pour t'améliorer dans la dite activité, en fait c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Donc en fait, il y a une espèce de priorité dans ton temps, tu vois. Tu peux pas passer ton temps à faire deux choses en même temps. Et les choses que tu fais pas, c'est peut-être des choses qui sont très importantes pour toi et qui sont peut-être plus importantes que ce que tu es en train de faire. Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce que tu es prête
à sacrifier pour être une meilleure version de toi-même? Voilà, c'est une vraie question ouverte. Si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur ces questions et avoir plus de contexte, je t'invite du coup à écouter l'interview d'Albert Moukébert, elle est hyper intéressante. Et surtout, je trouve que ça remet bien à sa place le développement personnel, de manière générale. On passe maintenant à un autre sujet, on va parler dopamine détox. Récemment, j'ai regardé une vidéo excellente de la créatrice de contenu Sabine, que j'aime beaucoup parce que je trouve que ses vidéos sont ultra intéressantes et elle y met beaucoup de nuances et de dynamisme. Tu as bien sûr le lien dans la description de l'épisode. Et cette vidéo, elle était justement sur la dopamine détox. La dopamine détox, c'est une méthode de développement personnel qui se base sur aucune preuve scientifique, bien entendu, et qui prend clairement ses bases dans les valeurs du capitalisme intériorisé, c'est pour ça que je t'en parle dans cet épisode, mais également dans les valeurs promulguées par la religion. Et je dois avouer que j'avais pas trop fait le rapprochement entre la religion, le capitalisme intériorisé et la dopamine détox, mais en fait, maintenant que j'ai écouté cette vidéo, c'est assez limpide et j'espère pouvoir t'expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la dopamine détox, c'est une application pure et simple des valeurs du capitalisme ? L'idée de cette détox, c'est d'arrêter ou de diminuer les activités qu'on fait de manière compulsive au profit d'autres activités que l'on ferait avec modération. Alors jusque-là, le principe, il a l'air totalement ok et plutôt inoffensif. Sabine, pendant sa vidéo, elle a dit une phrase que j'ai trouvée super éclairante et un petit peu choc. La phrase, c'est la suivante. Avec la dopamine détox, on retrouve une clarté d'esprit, la motivation à faire des trucs chiants et l'inspiration pour de nouveaux projets. La partie sur la motivation à faire des trucs chiants, ça m'a complètement fait tiquer sur le moment. Parce qu'en gros, ce que ça dit, c'est qu'on doit retrouver de la motivation pour être productif sur des tâches qui nous ennuient ou qui nous motivent pas de manière générale. Ma réflexion, c'est pourquoi s'acharner à chercher la motivation à toujours faire plus quand on peut se questionner sur les raisons qui font qu'on trouve des tâches ennuyeuses et peut-être parvenir à les transformer ou même les évincer, justement, pour retrouver un quotidien rempli majoritairement par des tâches qui nous intéressent. Alors, je sais pas si ce que je dis, c'est trop utopique. Moi, ça me paraît évident. Mais j'ai l'impression que dans la société aujourd'hui, on va me taxer de bisounours, en fait. De dire, on serait quand même vachement plus heureux si on passait notre temps, enfin, en tout cas, la majorité de notre temps, à faire des tâches qui nous intéressent, qui nous motivent. Est-ce que c'est normal qu'on soit tout le temps en train de chercher de la motivation pour faire des choses qu'on trouve chiantes ? Vraie question. Et donc le but avec cette méthode de dopamine détox, c'est de devenir la meilleure version de soi-même, comme d'hab, d'être plus motivé, plus productif, de remplacer ces moments d'addiction en moments où on fait des choses utiles. Et je pense que tu me vois venir avec le mot « utile ». Est-ce que ça te rappelle pas un point de l'épisode précédent sur la hiérarchisation des activités ? Du fait que, socialement, il va être plus acceptable de faire une activité plaisir, entre guillemets, mais qui cache bien sûr une montée en compétences, ou de l'utilité, plutôt que de faire une activité 100% plaisir, qui te fait plaisir à toi et qui a pas forcément, ou dans laquelle tu vas pas forcément apprendre un milliard de trucs, genre, je sors toujours le même exemple, mais faire un puzzle, tu vois, ok, quand tu fais un puzzle, peut-être que tu montes en compétence dans ta compétence puzzle, mais bon, c'est pas non plus flagrant. Et ça sert à rien de faire un puzzle si ce n'est de passer un moment de plaisir avec soi-même. Et est-ce que tout ça, là, c'est pas un signe de capitalisme intériorisé ? En fait, si, tout à fait. Faire des activités utiles, même si c'est caché par la modération, oui, c'est du capitalisme intériorisé. Donc, sous couvert de privilégier les activités soi-disant bonnes pour notre santé mentale, on va tomber en plein dans la méthode pour être plus productif. Boum ! Et dans le fait que notre bien-être, il devrait dépendre de notre valeur, qui elle-même dépend de notre productivité et de nos résultats. Ding ding ding, capitalisme intériorisé. Et enfin, j'arrive quand même au point religion.
L'autrice qui a écrit un best-seller sur la dopamine qui s'appelle Dopamine Nation, et c'est un ouvrage qui sert de référence à un nombre d'influenceurs business américains en premier lieu, hein. Cette autrice, elle est psychiatre. Et elle est aussi très pieuse dans son discours, dans ses diverses prises de parole. Si on se renseigne sur elle, on voit qu'elle parle beaucoup de religion, en fait. Ça tourne beaucoup autour de la religion, du bonheur qu'on ne peut trouver que dans l'effort, et de la diabolisation de certaines activités rejetées par l'Église catholique, comme la gloutonnerie, la paresse ou la luxure. Soit les péchés capitaux, en fait, hein. En fait, on se rend compte qu'il y a une influence assez énorme de la religion dans les propos de l'autrice, et ça donne vraiment un côté moralisateur à tout ce côté dopamine détox. Et on se rend vite compte que la plupart des personnes qui prennent la parole sur ces méthodes de détox, même si elles adhèrent pas forcément à la religion catholique, elles vont propager ces valeurs. Personnellement, ça me fait un peu froid dans le dos, même si je suis consciente que j'ai grandi dans une culture judéo-chrétienne, et même pire, moi quand j'étais jeune, j'étais catholique, pratiquante, et j'étais à fond dans la religion. Aujourd'hui, je suis plus ni croyante ni pratiquante, et je me rends compte que voilà, les valeurs de la religion ont aussi un impact sur moi. Il y en a certaines avec lesquelles je suis d'accord, que j'ai intériorisées également. Mais le fait, voilà, de faire la morale sur fond de religion catholique et d'intégrer ça dans des méthodes de développement personnel sans donner du coup, en cachant un petit peu l'origine de ces valeurs, ça me dérange un petit peu. Et avec cette vidéo sur la dopamine détox et avec la définition du capitalisme intériorisé, on voit comment des outils ou des méthodes a priori anodines peuvent puiser leur source dans des discours dont on ne partage pas forcément la valeur et peuvent propager ces discours et ces croyances sans qu'on s'en rende vraiment compte. Pour conclure cet épisode, dans lequel on a vu une théorie sur les différents types de motivation, comment est-ce qu'on peut internaliser des valeurs et objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres, travailler dessus sans que ça nous fasse du bien, et même ça nous fait du mal. On a vu quelques questions sur des discours de type meilleure version de soi-même, et sur la dopamine détox, qui vont dans le sens du capitalisme intériorisé. Et du coup, je me pose toujours la question, et maintenant on fait quoi pour que ça change ? Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura un 3e épisode, parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Travailler moins pour vivre mieux, et c'est sur une philosophie antiproductiviste. Donc il y a pas mal de choses, de nouveaux angles de réflexion qui émergent et que je dois encore un petit peu digérer avant d'en faire un épisode de podcast, mais c'est sûr, il y aura une suite. Et sur qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Déjà, je pense que écouter cet épisode, le partager, te poser des questions, me poser des questions, ou en discuter avec ton entourage, déjà c'est un très bon point de départ. Parce que la prise de conscience, c'est vraiment le premier pas de tout changement, que ce soit un gros changement ou un petit changement. Après, je pense que ça peut être important, si tu veux te mettre en action, de te rapprocher d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui partagent ces interrogations et qui essayent de mettre en place des systèmes différents de travail. Et je pense qu'être entouré de personnes qui ont conscience du capitalisme intériorisé, enfin en tout cas être entouré d'une partie de ton entourage de personnes qui ont conscience de ça, ça peut t'aider à baigner dans un écosystème un petit peu plus éveillé à la question et certainement à mettre en place des pratiques qui vont dans le sens de construire quelque chose de nouveau. Et enfin, 3e piste, je pense que ça peut être utile de s'intéresser au slowpreneuriat ou à l'entrepreneuriat éthique qui met en avant une qualité de vie dans laquelle les besoins personnels priment sur les besoins professionnels. Et donc remettre en question un petit peu tous ces mécanismes un peu automatiques qu'on a de trop travailler, croire que notre valeur dépend de ce qu'on produit, croire que si on travaille pas assez, on mérite pas de se reposer, enfin toutes les choses que j'ai déjà dit dans le premier épisode. Voilà. C'était les réflexions du moment. J'espère que ça a pu faire résonner des petites cordes ou planter des petites graines en toi,
Comme d'habitude, je reste disponible pour en discuter. D'ailleurs, je serais super heureuse d'en discuter avec toi sur Threads, sur LinkedIn, par email. Tu as tout dans la description de l'épisode. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!